Il est 23 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre journal. Le budget prévisionnel 2018 et l'entrée en vigueur de la carte biométrique pour les ressortissants hors CEDEAO, autant de points abordés ce mercredi en Conseil des ministres, conseil présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. L'industrialisation du continent africain au centre du Forum économique sur l'Afrique. L'événement se tient en France. Le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, y représente la Côte d'Ivoire. Elle ne représente que 10% des emplois directs dans le secteur de l'industrie extractive, formelle et artisanale. Elles, ce sont les femmes du secteur des mines. On s'intéresse à elles ce soir. Mais on s'intéresse avant tout au Conseil des ministres, le budget prévisionnel 2018, l'entrée en vigueur également de la carte biométrique pour les ressortissants hors CEDEAO. Autant de points abordés ce matin donc au Conseil des ministres. La réunion hebdomadaire des membres du gouvernement a été présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. On fait le point avec Awa Touré. Le gouvernement entend poursuivre la mise en œuvre de ses programmes prioritaires et accorder une attention particulière à la création d'emplois, notamment l'emploi jeune. Le Conseil de ce mercredi 4 octobre a ainsi adopté le projet de budget 2018 qui s'élève à 6 723,5 milliards de francs CFA. Le projet de budget pour l'année 2018 a été élaboré dans un contexte sociopolitique marqué entre autres par des chocs externes ainsi que par des chocs internes. Il s'avère toutefois que l'économie nationale devrait conserver toute sa dynamique de consolidation en 2018, avec une croissance projetée de 8,3%, tirée par l'ensemble des secteurs d'activité, en particulier par les secteurs tertiaires et secondaires. Le budget de l'année 2018 est en hausse de 4,3% par rapport au collectif budgétaire 2017. Ce budget s'équilibre en ressources et en dépenses à 6 723,5 milliards de francs CFA. Le projet de budget de l'année 2018 traduit la constance de la politique budgétaire du gouvernement avec, entre autres, la poursuite de la maîtrise des charges de fonctionnement pour dégager justement les marges nécessaires au renforcement des investissements. Et le porte-parole du gouvernement de donner les différentes articulations du budget 2018. Les 6 723,5 milliards de francs CFA se décomposent en grande masse comme suite. Ressources intérieures, fiscales et non fiscales, 5 471 milliards de francs CFA. Ressources extérieures, 1 285,2 milliards de francs CFA. Au niveau des dépenses, celles-ci comportent les grandes masses suivantes. Le service de la dette, qui va se lever à 1 547,3 milliards de francs CFA. Les dépenses ordinaires, 2 737,8 milliards de francs CFA. Et la part des investissements est de 1 833 milliards de francs CFA. C'est le niveau le plus élevé en valeur absolue que notre pays ait connu. Ce niveau, aujourd'hui, représente 7,6% du PIB. Et il représente 29,6% du budget. Donc pratiquement un tiers du budget est consacré aux investissements. Il faut savoir que le budget, une fois qu'il est établi, il est décomposé pour ce qui concerne notre pays, et c'est valable pour la majorité des pays de la sous-région, en 9 rubriques. Ces rubriques sont 1. Les organes de souveraineté, 2. Défense et sécurité, 3. Affaires générales et financières, 4. Enseignement, formation, recherche, 5. Culture et loisirs, 6. Santé, action sociale, 7. Administration et développement des infrastructures, 8. Production et commerce, et 9. Dépenses non ventilables par secteur, dont par exemple la dette publique. En ce qui concerne les organes de souveraineté, il faut savoir que dans ces organes, il y a les organes législatifs, donc l'Assemblée nationale, il y a les organes exécutifs, donc la présidence de la République, également la primature, les ordres nationaux, les relations avec les institutions, etc. C'est tout cela qui compose l'exécutif. Le montant affecté aux organes législatifs se lève à 27 milliards de francs CFA.
Les organes exécutifs, y compris les dépenses de personnel et toutes les autres charges, le montant s'élève à 113,2 milliards de francs CFA. Les organes juridictionnels, 81 milliards de francs CFA. Les organes consultatifs, 8,5 milliards de francs CFA, et les affaires extérieures, qui incluent les représentations de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, la diplomatie, la coopération internationale, etc., 141 milliards de francs CFA. Tout cela fait un total de 291,4 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire veut également se donner les moyens de gérer plus efficacement le phénomène migratoire. Le gouvernement, dans ce cadre, a décidé de l'entrée en vigueur de la carte de résident biométrique pour les ressortissants hors CEDEAO et la carte consulaire biométrique pour les ressortissants de l'espace CEDEAO. Le Conseil des ministres a décidé, en mars 2017, de réactiver la carte de résident biométrique pour les ressortissants hors CEDEAO. Cette mesure permettra de simplifier l'accomplissement de formalités administratives nécessaires pendant le séjour de ces personnes en Côte d'Ivoire, mais cette mesure permettra également de renforcer la sécurité et de mieux lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. L'entrée en vigueur de cette mesure met fin à la délivrance du titre provisoire de séjour, instauré en 2011 de façon transitoire suite à la crise post-électorale. Par ailleurs, le Conseil a instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, l'ensemble des ministres concernés, à l'effet de prendre les dispositions nécessaires en collaboration avec les représentations diplomatiques des pays de la CEDEAO en Côte d'Ivoire pour l'établissement de cartes biométriques au profit des ressortissants de l'espace CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a par ailleurs décidé d'engager des travaux de construction et de réhabilitation dans les casernes militaires, notamment des cuisines et réfectoires, pour un coût total de 5 milliards de francs CFA. L'industrialisation du continent africain au centre du Forum économique sur l'Afrique. L'événement se déroule en ce moment à Paris, en France, et le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, y représente la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abola. Il en est à sa 17e édition. Il s'agit du Forum économique sur l'Afrique et comme les rencontres précédentes, c'est la capitale française qui l'accueille depuis ce mercredi 4 octobre 2017. Entrepreneurs et industrialisation en Afrique, c'est le thème choisi par ce rendez-vous. Il est présent en tant que représentant du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le vice-président ivoirien. Pour Daniel Kablan-Duncan, à l'instar de plusieurs autres intervenants, l'Afrique peut compter sur ses populations pour son développement, avec bien entendu un regard nouveau. Parler du futur de l'Afrique nous impose donc un regard nouveau. Loin du pessimisme des dernières années, il nous faut jeter un regard attentif, mais lucide, notamment sur les progrès notables de l'Afrique, que réalise donc l'Afrique, mais aussi sur les faiblesses et les défis importants qui restent à relever. Notre vision de l'Afrique est une vision optimiste du futur de notre continent, malgré quelques vicissitudes actuelles. Cet optimisme est d'ailleurs largement partagé par la plupart des dirigeants africains et des populations. Au final, comme souligné dans les perspectives Afrique 2063, il s'agit de réaliser cet objectif suivant. Premièrement, une Afrique prospère, fondée sur la croissance inclusive et le développement durable. Deuxièmement, un continent intégré, uni sur le plan politique et ancré dans les idéaux du panafricanisme et la vision de la Renaissance africaine. Troisièmement, une Afrique où la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l'homme, la justice et l'état de droit sont à l'ordre du jour. Quatrièmement, une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurité. Cinquièmement, une Afrique dotée d'une forte identité, d'un patrimoine commun et de valeurs et d'éthique partagées. Et sixièmement, une Afrique dont le développement est axé sur les populations, qui s'appuient sur le potentiel de ces populations, notamment celles des femmes et des jeunes qui se soucient du bien-être de ces enfants, et
dernier point, une Afrique qui agit en tant qu'acteur et partenaire fort, uni et influente sur la scène mondiale. Juste après l'ouverture des travaux, le vice-président de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a eu des échanges avec un certain nombre de personnalités. Il s'agit d'abord de Angel Gueria, secrétaire général de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, et ensuite de Victor Harrison, commissaire des affaires économiques, Commission de l'Union africaine. La Côte d'Ivoire joue un rôle essentiel au niveau de la CEDEAO et au niveau également de l'Afrique dans l'ensemble. Donc j'ai demandé donc, une participation encore plus active de la Côte d'Ivoire dans le développement du continent. Organisé par l'OCDE en collaboration avec l'Union africaine et l'Agence française de développement, le 17e Forum économique international sur l'Afrique, d'une durée de 2 jours, prend fin ce jeudi 5 octobre 2017. Retour en Côte d'Ivoire, une vingtaine d'experts réunis ici même à Abidjan ce mercredi à l'initiative du CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Notez que les réflexions portent entre autres sur la création d'emplois durables. Lanciné Bakayoko. Ce premier rapport prend en compte les investissements privés réalisés en 2012. Au plan social, le rapport observe que 96% des emplois créés ont été orientés vers les Ivoiriens, contre 4% vers les non-nationaux. En ce qui concerne l'impact environnemental, la préservation de la biodiversité aura été une priorité majeure. De ce fait, les entreprises agréées participent à la réalisation des objectifs de la politique de l'emploi du gouvernement développée dans le cadre du PND. Ces entreprises agréées ont également contribué à la valeur ajoutée globale de l'économie nationale à hauteur de 0,33%, avec un taux de croissance de 52% entre 2012 et 2015. L'autre indicateur dans cette première évaluation, le taux de mortalité des entreprises, maintenu à seulement 5%. Malgré ces performances, tout n'a pas été rose. Le premier rapport économique et financier sur le suivi et évaluation des investissements agréés en 2012 a permis de souligner les difficultés auxquelles sont confrontés les investisseurs, notamment les contraintes de financement, d'organisation, de gouvernance économique, de disponibilité de terrains industriels, de pression fiscale et ainsi de suite. Ces différentes contraintes devraient trouver des solutions dans le deuxième rapport en cours de rédaction, lequel rapport met l'accent sur la création d'emplois avec un focus sur les investissements réalisés en 2013. En effet, pour le CPC, il ne saurait y avoir d'emplois durables sans entreprise pérenne. Elle ne représente que 10% des emplois directs dans le secteur de l'industrie, dans le secteur donc de l'industrie extractive, formelle et artisanale. Elles, ce sont les femmes du secteur des mines, des femmes à la tâche dans le domaine d'activité, celui-ci très peu commode. Michel Digré est allé à leur rencontre. La Côte d'Ivoire a un potentiel minier important avec 5 mines de production d'or et 4 de manganèse. C'est un secteur en plein essor, mais la représentativité des femmes reste encore faible avec moins de 10% des emplois directs. Des femmes qu'on retrouve tant dans les industries minières formelles que dans l'exploitation artisanale, communément appelée orpaillage. Quelles activités mènent-elles dans ces secteurs? Quelles sont leurs conditions de travail et les difficultés auxquelles elles sont confrontées? Pour répondre à ces interrogations, la première étape de notre enquête sont les sites d'orpaillage clandestins. Ici, les femmes travaillent dans des conditions de sécurité et environnementales précaires. Elles exercent généralement dans les activités de lavage, de triage et de concassage. Je casse les graviers pour pouvoir subvenir à mes besoins, car je n'ai pas de mari et je dois me battre pour arriver à m'en sortir dans la vie. Mon mari est chauffeur. J'exerce ce métier pour l'aider dans ses dépenses quotidiennes. Mais je ne compte pas m'éterniser dans ce métier. Quand je trouverai mieux à faire, je ne ferai plus ce boulot qui n'est pas du tout facile et qui est aussi dangereux car nous sommes exposés. Dans les industries extractives formelles, la règle d'or est la sécurité.
Sur ce site, c'est une femme qui est chargée du suivi et de la sécurité au niveau de l'usine de traitement. Il s'agit de faire en sorte que les différents travailleurs des différentes sections de ce département respectent toutes les mesures de sécurité qui ont été mises en place. Donc, les procédures, il faut rappeler chaque jour les différentes règles. Dans la carrière, nous retrouvons une autre dame, Déborah. Géologue de formation, son équipe est chargée de faire les forages afin de jauger les teneurs en or sur les différents sites avant l'étape de l'exploitation. En fait, ce n'est pas facile. Il faut se réveiller tôt, il faut côtoyer les hommes. On leur a montré que la femme peut vraiment exercer ce métier de géologue. Parce que ce n'est pas le sexe, en fait, c'est la détermination. Nous sommes à présent sur le site d'entreposage et de concassage. Vous trouverez également au volant de ces gros engins des femmes. Volonté et détermination, rien ne semble intimider les femmes du secteur minier. La démonstration nous est donnée par Eudoxie. Après 4 années passées dans les sites miniers, elle a décidé de se spécialiser dans la conduite des chargeuses. La chargeuse, c'est une machine qui charge les bennes, les DT. Voilà le godet qui est là-bas. Et les 2 mallettes. Ici, c'est direction. C'est direction. Et ça, c'est les vitesses. Les minutes passées dans sa cabine nous donnent une idée de la pénibilité de sa fonction. Sa collègue Nadège nous invite à bord de ce mastodonte qui peut contenir des chargements de plus de 300 tonnes. C'est fatigant pour les femmes. Le secours, dans la vie, rien n'est facile. 12 heures de travail quotidien à convoyer les tonnes de terre sur les différents sites. À la fin de notre séance d'immersion, nous retrouvons Marie-Laure à la cantine pour le dîner. On n'a vraiment pas le temps de se mettre à la cuisine et avoir déjà le repas qui est déjà fait. C'est pratique en fait pour éviter d'être trop épuisé parce que la journée du lendemain, vous avez une autre activité encore plus intense. Après une journée de travail bien remplie, direction la cité où réside une partie du personnel essentiel de la mine. Voilà, c'est ici qu'on reste dans des conteneurs aménagés. C'est un peu comme la vie de militaire. Chacun est dans sa chambre avec le lit, le frigo, une table, une douche, la télévision avec le satellite. Donc voilà, c'est pas la maison, mais on est là pour le boulot qu'on doit effectuer. Donner un visage féminin à l'industrie extractive, c'est le challenge que veut relever les femmes de ce secteur avec l'appui du réseau qu'elles ont créé. À la différence des autres pays où le secteur s'est construit, a mûri avec ses faiblesses et ses forces et a pris conscience par la suite qu'il fallait développer des politiques spécifiques aux femmes. Nous, aujourd'hui, nous bénéficions de l'expérience de tout ce qui s'est déjà fait ailleurs et nous pouvons en profiter. Donc, naturellement, il faudra compter avec les femmes dans le secteur minier. Compter avec les femmes dans le secteur minier, Eudoxie, Marie-Laure, Nadège donneront certainement des ailes à d'autres femmes qui hésitent encore à embrasser cette carrière dans son entité formelle et non artisanale. Voilà, des femmes très actives, en tout cas dans le secteur des mines, un domaine d'activité très peu commode, vous l'avez vu dans ce reportage signé Michel Digré, un domaine d'activité peu commode, mais qui ne freine en rien l'élan de ces femmes. Le ministre des Ressources animales et halieutiques équipe les structures sous sa tutelle, le commandant Kwasi Adjumani a procédé mardi à la remise d'outils de géolocalisation et de collecte de données aux directions régionales et départementales. On en parle avec Christelle Kobi et Grace Kando. Le secteur avicole ivoirien est un levier important dans l'amélioration de la couverture des besoins des populations en protéines. La Côte d'Ivoire vise d'ici à 2020
60 000 tonnes de volailles contre 44 000 tonnes produites en 2016. Pour atteindre ce résultat, le programme d'appui à la production avicole a décidé de mettre en place un système de collecte d'informations et d'identification des opérateurs du secteur. Il y a des difficultés dans la mise en place des statistiques sur les productions animales en général et particulièrement pour le secteur avicole. Dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire, quand nous avons une situation dans une ferme donnée, nous sommes capables depuis Abidjan d'identifier l'ensemble des fermes qui peuvent être dans la zone de danger primaire et avoir aussi l'ensemble des fermes autour de cette zone-là qui vont rester sous surveillance. Donc c'est important pour nous de connaître là où les infrastructures d'élevage se situent afin de pouvoir mieux adresser leurs difficultés. 77 directeurs régionaux et départementaux ont reçu des GPS du ministère des Ressources animales et halieutiques, valeur plus de 30 millions de francs CFA. À un moment donné, nous avions procédé au recensement des aviculteurs en Côte d'Ivoire. Mais pour avoir des données fiables, nous avons besoin de faire un travail de terrain. Et la meilleure façon pour nous de faire ce travail-là, c'est de permettre à nos directeurs régionaux, à nos directeurs départementaux de disposer d'un outil capable de nous permettre d'avoir des statistiques fiables. Cet outil nous permettra de repérer tous ceux qui sont éleveurs, de les sensibiliser afin que ce domaine avicole puisse accroître. Les futurs utilisateurs des GPS ont bénéficié d'une formation sur les techniques d'usage de ces appareils afin d'être efficaces sur le terrain. Journée de travail chargée pour le commissaire du gouvernement. Ce mercredi, plusieurs séances de travail au programme. D'abord avec la Commission nationale des droits de l'homme, ensuite avec un réseau de transporteurs du Burkina Faso. On fait le point avec Abou Sanogo. Le tribunal militaire d'Abidjan et la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire font le point de leur collaboration. Une rencontre pour débattre des questions pendantes devant le tribunal militaire et pour lesquelles parfois les populations saisissent la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire dans le cadre du respect de leurs droits. Le procureur militaire, le colonel Ange Kessi Kwame, s'est aussi entretenu avec des transporteurs du Burkina Faso venus lui exposer un certain nombre de désagréments qu'ils rencontrent sur le réseau Abidjan-Ouagadougou ou Ouagadougou-Abidjan. C'est les raquettes, les faux frais, puisque si la destination Côte d'Ivoire n'est plus privilégiée, vous voyez qu'il y a un manque à gagner énorme. Et pour nous, en tant que transporteurs, il faut qu'on relève le défi. Le colonel Ange Kessi Kwame a d'abord salué la collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire et a tenu à rappeler que la lutte contre le racket se poursuivra. Nous sommes entendus sur un calendrier de répression et de sensibilisation pour que l'armée soit celle qui est la bonne conduite et ne soit pas celle-là qui soit indexée pour les violations de droits de l'homme. La deuxième rencontre s'est déroulée entre les routiers de Burkina Faso et le commissaire du gouvernement et son équipe. De la première destination, la Côte d'Ivoire a été relayée maintenant à la troisième destination, sans compter les rapports que font la Banque mondiale et les autres organisations de défense des droits de l'homme sur la perte inestimable que subit la Côte d'Ivoire du fait de ce racket. Désormais, la lutte contre le racket va s'étendre à leur chef. Nous voyons un gendarme sur la route, son chef sera traduit devant le tribunal militaire. Il faut que les responsables de ces forces de l'ordre sachent qu'ils ont une responsabilité dans la commission du racket de leurs éléments. Le racket fait perdre à la Côte d'Ivoire plus de 400 milliards de francs CFA, un phénomène qui porte un coup à l'économie du pays. Les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire expriment leur reconnaissance au président Alassane Ouattara. Réunies à l'hôtel du district au Plateau le 2 octobre dernier, elles ont tenu à dire merci au chef de l'État pour leur prise en charge médicale. Ahmed Traoré et Franck Kouadio pour en parler. 16 000 personnes déjà enrôlées au sein du collectif des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire depuis 2000. Certaines victimes bénéficiaires de soins et de prise en charge médicale. Cette cérémonie vient donc à consacrer une action de reconnaissance envers le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Grâce au président de la République, malgré que je marche et les béquilles, mais je me sens bien parce qu'ils m'ont donné une prise en charge. Je suis allé me soigner au chute de Yopungo. Ils ont payé tous les médicaments. On m'a donné les lunettes que je porte, on m'a donné les cannes que j'ai actuellement.
On m'a donné un fauteuil roulant. Tout ça, je me déplace. Grâce à l'indemnisation, aujourd'hui, je ne marche pas, mais vraiment, je me porte très très bien. L'indemnisation m'a permis d'aller me faire soigner à la polyclinique. J'avais des opérations à faire. Grâce au président de la République, j'ai pu obtenir un bon de prise en charge pour aller me faire soigner. Selon Isiaka Diaby, président du dit collectif, il est opportun de soutenir les victimes dans leur quête de justice et pour leur bien-être social. Cette journée initiée par les victimes va, n'est-ce pas, leur permettre d'exprimer leurs sentiments après la mise en œuvre du processus d'indemnisation des victimes. C'est le plus beau cadeau que les victimes ont reçu depuis la fin de la crise. Plusieurs actions symboliques pour traduire en acte le sentiment de reconnaissance ont rythmé la manifestation en bonne place, ce bélier offert par les victimes au président de la République. Le 13e gala de bienfaisance de l'ONG Servir se prépare activement. Il sera question à l'occasion de recueillir des fonds pour achever la construction d'un centre spécialisé dans la prise en charge des malades du rein. La réalisation de ce centre a déjà englouti 3 milliards de francs CFA. Reste encore 2 milliards pour parachever l'œuvre. Serge Collier. Un centre de néphrologie de haut niveau pour la prise en charge des malades de l'insuffisance rénale. Ce rêve qui a germé en 1996 dans l'esprit de la présidente de l'ONG Servir, Henriette Kounambédié, n'est plus loin de se réaliser. L'édifice se met en place progressivement sur le site de 2 hectares situé dans la commune d'Atekoubé. Coût global de l'opération, 5 milliards de francs CFA. L'ouvrage est achevé à plus de 60%. C'est un centre de référence. On a mis du temps, mais on a mis du temps pour penser, pour bien le réfléchir, de telle manière que l'offre de service et l'offre médicale soient à la hauteur et à la demande des malades du rein. L'ONG Servir a pu mobiliser 3 milliards de francs CFA avec le soutien de ses partenaires. Plus que 2 milliards de francs CFA à collecter pour achever la réalisation de ce centre de dialyse et de transplantation rénale. Le 13e gala de Servir, prévu le 28 octobre 2017 à Abidjan, sera capital dans la mobilisation des fonds. Madame la Présidente compte sur l'ensemble de ses partenaires pour mobiliser le solde de ce financement, pour réaliser ce grand projet. Ce projet qui va ajouter à l'offre médicale dans notre pays en matière de traitement des maladies des reins. Si tout se passe bien, les malades de l'insuffisance rénale pourront bénéficier de ce centre d'ici à 2018. Et le PDCI RDA sera certainement mobilisé, Serge Collier, pour la réalisation de cette œuvre de bienfaisance. Le PDCI RDA qui vient d'installer un mouvement dit réseau dynamique pour la consolidation du RHDP. Le comité communal d'Atekoubé a été investi récemment. Cérémonie suivie pour vous par Ahmed Traoré et Astou Touré. Promouvoir un esprit de fraternité et de solidarité. Sensibiliser et mobiliser les militants du PDCI RDA pour une consolidation du RHDP à Atekoubé et par extension en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif que veut atteindre le mouvement dénommé Réseau Dynamique PDCI RDA, et ce par le canal de l'installation de sa section d'Atekoubé. Ce mouvement qui a pour vocation d'apporter de la réflexion aux instances du parti pour faire en sorte que le PDCI RDA puisse être davantage vivant sur tout le territoire national. Nous sommes sortis pour dire que le PDCI est debout, que chaque Ivoirien à la fin connaisse le bonheur. Selon la haute direction du PDCI RDA présente à cette manifestation, le mouvement doit avoir pour mission principale de préserver les idéaux du RHDP. Nous sommes dans une dynamique unitaire de rassemblement de l'ensemble des enfants de Félix Houphouët-Boigny pour une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire de fraternité, une Côte d'Ivoire d'hospitalité, une Côte d'Ivoire qui avance. Le RHDP, vous avez vu qu'il y a une entente parfaite puisque nous avions des représentants du RDR et d'autres partis du DPCI au sein de la salle. Et je peux dire que le RHDP est en très bonne voie. Partant, le mouvement s'est également assigné pour mission de promouvoir la démocratie dans les prises de décision au sein du RHDP.
hors de chez nous et ce sera en images. Je vous conduis au Togo, où le projet de réforme du gouvernement est en passe d'être soumis à un référendum, un projet rejeté par l'opposition qui demande le retour à la Constitution de 1992, un scrutin présidentiel à 2 tours et la limitation du mandat présidentiel. De son côté, le pouvoir se mobilise pour défendre le dit projet. De part et d'autre, donc, les manifestations se multiplient. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure.